Bonjour à toutes, bonjour à tous. Difficile de savoir si les voitures voleront un jour, mais à n'en pas douter, les technologies ne cessent de transformer notre société et nos véhicules. Nous verrons dans un instant avec mes invités l'une des facettes de cet avenir roulant. Bienvenue dans une nouvelle émission L'avenir en région. L'industrie doit se repenser pour suivre les évolutions de la société. Parmi les nombreux secteurs d'activité concernés, celui de l'automobile s'inscrit dans une démarche d'innovation et d'adaptation. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à distance, crise sanitaire oblige, mes trois invités. Monsieur Gérard Vallet, délégué régional du CETIM, programme régional d'industrie du futur. Également en visio avec nous, monsieur Ludovic Party, qui porte le projet 4H Factory Tech. Vous en saurez plus dans un instant. Et puis également, depuis son bureau à Anteuil dans le Doubs, Kevin Apointer, alors je vais le dire en anglais, le Legal Affairs and Communication Director de Delfingen Industries. Bonjour à vous trois, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Vallet, ma première question est pour vous. Quel est le rôle du CETIM, le Centre technique des industries mécaniques, auprès des industries de l'automobile en particulier? Donc le CETIM, c'est le Centre technique des industries mécaniques. Donc notre vocation première, c'est de faire des travaux de recherche et développement pour la filière mécanique, dont l'automobile est un grand secteur de la filière mécanique. Et en région, c'est également participer au développement des industries, et entre autres à travers le programme 10 000 entreprises vers l'industrie du futur. Donc, si on s'intéresse à l'automobile, on sait que l'automobile est en train de vivre des changements très importants avec le développement de la motorisation électrique, hydrogène ou autre. Et donc, il y a beaucoup de travaux de R&D qui sont sur cette dynamique-là, sur repenser la chaîne de traction de l'automobile pour alléger, pour optimiser les nouveaux véhicules. Alors, comment anticiper justement, quand on est une industrie, ces différentes tendances à venir? Alors, il y a des anticipations sur les aspects technologiques. Donc là, ce sont les constructeurs qui donnent les orientations technologiques et les entreprises ou le centre technique travaillent pour accompagner les sous-traitants dans les développements des nouveaux matériaux, des nouveaux composants qui vont permettre la réduction du carbone dans les automobiles. Et puis, il y a également tout un volet sur produire autrement, produire plus efficacement, en respectant mieux l'environnement. Et donc là, c'est toutes les évolutions sur les technologies et sur l'organisationnel. Alors, monsieur Party, une question également pour vous. Qu'est-ce que le pôle du véhicule du futur qui porte le 4H Factory Tech dont nous parlerons et où vous travaillez?
Oui, donc effectivement, pour le véhicule du futur, c'est un pôle de compétitivité qui accompagne la filière automobile avec deux volets. Un volet en fait innovation, innovation produit, innovation process. Le but est d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation, que ce soit effectivement sur les différents composants d'un véhicule ou que ce soit sur les procédés ou les moyens de fabrication. Et puis, on a un deuxième volet qui s'appelle PerfOS, dont je suis le directeur, qui accompagne en fait les entreprises dans leur démarche vers la performance. Donc, performance au sens large, puisque ça couvre à la fois la performance industrielle, l'organisation humaine et les bonnes pratiques qui en découlent. Et puis, on a également un volet sur la partie formation, information, montée en compétences. Le but, effectivement, étant d'accompagner l'ensemble des métiers de la filière automobile qui évoluent fortement dû à deux phénomènes importants. Le premier qui est effectivement l'évolution intrinsèque des véhicules eux-mêmes qui embarquent de plus en plus de technologies électroniques embarquées, des capteurs et d'autre part, comme le disait Gérard, un défi sur la partie industrielle permettant de produire le plus efficacement possible avec, en France, bien sûr, et avec le respect de l'environnement. Donc voilà, effectivement, le rôle du pôle véhicule du futur, c'est d'accompagner effectivement l'ensemble des entreprises de la filière automobile et des mobilités, puisque nous avons aussi des entreprises sur les services de mobilité, la mobilité servicielle, par exemple. Alors, notre troisième invité aujourd'hui est également dans l'automobile, bien sûr. Monsieur Apointer, vous êtes donc, je le disais, le Legal Affairs and Communication Director. Alors, je n'ai trouvé que l'intitulé en anglais. Donc, en français, concrètement, vous êtes en responsable de la communication, du juridique? Alors, je suis en charge effectivement du service juridique du groupe, de la communication pour le groupe, mais aussi, et c'est ça qui va peut-être nous intéresser, de la Delfingen Academy, qui est un organe interne au groupe qui vise à développer les compétences de l'ensemble de nos collaborateurs. Alors peut-être rappeler aussi que Delfingen est un équipementier automobile mondial. Vous êtes leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluide. Alors concrètement, quand on est, comme moi, peu experte en matière d'automobile, Delfingen, vous fabriquez quoi? Alors, on fabrique deux types de produits principaux. Le premier type de produit, c'est la protection des câblages électriques. Vous avez des câblages électriques partout dans votre véhicule, les rétroviseurs électriques, l'autoradio, les phares, etc., etc. Ils sont très fins, très fragiles, il faut les protéger avec deux technologies. La première, ce sont des petits tubes en plastique. Et la deuxième, ce sont des tubes textiles que nous fabriquons. Ça, c'est notre métier historique. Et le deuxième métier, toujours en lien avec l'automobile, c'est le transfert des fluides dans les véhicules, donc le gasoil, l'essence, le lave-glace, et cela toujours au moyen de tubes en plastique. Alors, on a fait un point un petit peu avec vous, messieurs, sur vos différentes activités. Vous l'avez évoqué, notamment avec la Delfingen Academy, avec le pôle du véhicule du futur ou avec le CETIM. C'est un secteur qui est en plein bouleversement, celui de l'automobile. Est-ce que les consommateurs sont demandeurs d'évolution pour leur véhicule, pour l'automobile de demain? Et c'est une question que je vous pose à tous les trois. Donc je ne sais pas qui est le premier à vouloir répondre. Peut-être Monsieur Vallet, est-ce que les consommateurs, selon vous, sont demandeurs d'évolution? Les consommateurs sont toujours demandeurs d'évolution parce que les goûts changent. Il y a une prise de conscience de plus en plus forte de la problématique environnementale. Et je pense que le secteur automobile a également une pression réglementaire qui est très importante, puisque je pense que ce qui va faire basculer le plus rapidement le secteur, c'est vraiment la réglementation et les ambitions européennes sur la décarbonisation. Monsieur Parti, Monsieur Apointer, vous souhaitiez compléter justement sur, selon vous, est-ce que les consommateurs sont demandeurs, Monsieur Apointer par exemple, pour les produits que vous réalisez pour les constructeurs automobiles, est-ce qu'il y a, vous sentez cette demande qui viendrait du consommateur?
Alors, je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Il y a une demande des consommateurs, comme l'a dit Gérard, sur la partie environnementale, mais j'irai un peu plus profond, si je puis dire, sur deux demandes des consommateurs dont nous faisons partie aujourd'hui. C'est une demande d'évolution de la filière et une demande d'évolution sociale. C'est que le monde de l'automobile doit se transformer pour s'adapter aux nouvelles technologies. Et pour se transformer, cette filière automobile, elle doit être centrée autour des hommes, autour de deux problématiques à mon sens. La première, c'est l'évolution des compétences des hommes, c'est-à-dire on ne peut pas dire, messieurs, dames, qui avaient produit des automobiles pendant 20 ans, vous n'êtes plus au niveau, donc à bientôt. Et de l'autre côté, on ne peut pas dire, messieurs, dames, aujourd'hui on a des robots, à bientôt. On doit faire évoluer les compétences des collaborateurs de la filière automobile complète pour s'adapter aux nouvelles technologies qui sont, un, avec un objectif de sécurisation des véhicules, les capteurs, et deux, autour de la partie environnementale. Monsieur Parti, vous rejoignez ce point de vue? Oui, alors si on parle de manière un petit peu plus globale, on voit que les consommateurs aujourd'hui sont un peu aussi dans l'expectative. Je m'explique. On a une offre qui était jusqu'à maintenant basée sur des véhicules diesel, des véhicules essence. Donc ça, c'était effectivement ce qu'on connaît il y a quelques années. Et maintenant, une offre avec des véhicules électriques qui commence à arriver. Le consommateur a un petit peu du mal aujourd'hui à faire ses choix. Est-ce que si je recommande une voiture neuve ou d'occasion, est-ce que ce sera plutôt un véhicule diesel, un véhicule essence, un véhicule hybride, un véhicule électrique? Quelle sera la tendance en fonction de mes besoins, en fonction des considérations? Est-ce que le rapport aux véhicules d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant dans les grandes villes, est aussi en train de changer avec l'effet Covid, où on observe que dans les villes les plus importantes, le retour à la voiture, ou en tout cas aux moyens de déplacement individuel, reprend de la vigueur, et donc un changement effectivement des comportements également, donc des différents consommateurs autour de l'automobile. Donc des usages, ce que l'on voit, c'est que les usages sont en train aussi de changer. Un rapport au travail et à l'automobile se crée, et on est dans une phase différente de ce qu'on avait en 2018 ou en 2019. Donc, oui, l'automobile et les véhicules, et les usages d'ailleurs, devront également évoluer pour prendre en compte cet effet de société qui est franchement mondial aujourd'hui. Mais alors, quels vont être les principaux défis? Puisque, Monsieur Apointer, vous parliez de la place de l'humain, de la robotique. Monsieur Parti, vous évoquiez le changement des usages. Donc, quels vont être les principaux défis du secteur automobile pour demain, messieurs? En fait, il y en a trois. Il y a un premier défi qui est, comme le rappelait Gérard tout à l'heure, la réglementation. La réglementation automobile est de plus en plus sévère pour les émissions de CO2 notamment, et les homologations qui sont maintenant sur route. Et donc, on a une pression sur ces homologations, notamment en Europe, de descendre en fait quasiment de moitié en fait les émissions de CO2 en quelques années. On rappelle également que ça a été très au cœur de l'actualité avec le Dieselgate, et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs le procès, notamment aussi sur toutes ces normes imposées, entre autres aux constructeurs. Exactement. Et donc, par voie de conséquence, on voit que les véhicules électrifiés, les véhicules hybrides, véhicules électriques font partie maintenant de l'offre des constructeurs pour arriver en fait à atteindre effectivement ces normes de pollution qui sont de plus en plus sévères. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point dont on parlait, c'est effectivement l'évolution vers de la technologie des véhicules, c'est-à-dire en fait des véhicules connectés, des véhicules autonomes. Certes, le véhicule autonome n'est pas encore complètement pour demain pour tout le monde, mais effectivement, il y a des expériences et des configurations dans lesquelles le véhicule autonome est tout à fait approprié. Puis également, la connectivité des véhicules qui est de plus en plus importante, qui ouvre des services différents par rapport à ça. Et puis le troisième élément sur l'automobile, c'est en fait toute l'approche service. On s'aperçoit que le consommateur va peut-être plus louer sa voiture que l'acheter. Et donc, on passe vraiment d'un marché de possession à un marché de l'usage. Je vais me déplacer d'un point A à un point B.
qu'est-ce qu'on me propose sur le marché pour permettre de le faire? La trottinette, le vélo électrique, la voiture en partage, le taxi, mon véhicule particulier. Donc tout ça, c'est une approche qui est effectivement différente et qui peut avoir des problématiques et des réponses très diversifiées selon qu'on est dans des agglomérations à forte densité de population ou selon qu'on est en milieu rural. Et donc, finalement, les constructeurs automobiles devront répondre à l'ensemble de ces besoins en offrant en fait, des solutions très adaptées par rapport effectivement à la situation de chacun. Monsieur Vallet, Donc voilà les 3 défis pour moi qui sont importants vis-à-vis de l'automobile, sans parler effectivement d'un 4e, si je peux dire que je pourrais ajouter, qui est en fait le défi sur comment encore produire en Europe, en France, des véhicules, des pièces, des composants à des prix concurrentiels par rapport effectivement à la concurrence mondiale qui est forte. Alors, Monsieur Vallet, justement, est-ce que vous partagez avec Monsieur Parti ces défis et notamment celui de la question de la territorialité, à savoir est-ce que l'on peut encore produire en France des véhicules accessibles? Oui, donc on voit bien que l'évolution du produit automobile, comme l'a dit Ludovic, et la volonté quand même de maintenir une industrie en France et la volonté des acheteurs français d'acheter une voiture qui est produite chez eux, ça nécessite de repenser vraiment toute la production. Et c'est ce que disait Kevin, il faut vraiment qu'on optimise tout le cycle de production, de la matière, de l'optimisation de la fabrication des composants, de la fabrication des sous-ensembles, jusqu'au véhicule final. Et tout ça sur la base des compétences que l'on peut avoir ici en France. Donc, on a bien le lien entre l'évolution du produit et l'évolution obligatoire de nos entreprises, avec au cœur de toutes ces démarches, les compétences, comme le disait Kevin. On a vraiment besoin d'avoir du personnel qui soit formé, qui soit en totale évolution tout le temps, parce que les métiers évoluent, les procédés vont encore évoluer de plus en plus. La technologie que l'on a dans nos entreprises est sans cesse remise en cause. Il parlait de capteurs, de supervision, de robotique. Donc, il faut vraiment que l'on accompagne nos entreprises dans la transformation de leurs compétences et des moyens de production pour pouvoir toujours garder une production en France. Et on s'aperçoit que la complexité du développement des nouveaux véhicules ne fait pas exploser les coûts. Donc, ce qui veut bien dire que derrière, il faut que toute la chaîne optimise vraiment si on veut avoir des véhicules qui soient encore à un coût raisonnable avec les nouvelles conditions de propreté, d'émissions de CO2 et d'évolution de la sécurité, parce qu'il y a toujours une demande de plus en plus forte sur la sécurité des véhicules. Donc, on a bien le lien entre l'évolution des usages qui conduit l'évolution des produits et l'évolution obligatoire de toute la chaîne de production en France. Monsieur Apointer, en tant qu'entreprise, justement, est-ce que Delfingen arrive à produire aisément en France, que ce soit en trouvant les compétences, justement, que ce soit en proposant un produit à un prix, à un coût accessible? Est-ce que produire en France l'automobile, c'est possible? C'est possible, c'est même indispensable à notre sens, au sens de Delfingen. Produire en France, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie bien entendu sur la partie sociale donner de l'emploi. Une entreprise doit aussi gagner de l'argent, donc ça signifie aussi pouvoir gagner de l'argent. Et pour ça, il faut savoir faire ce que l'on fait de mieux, c'est-à-dire pouvoir tirer nos collègues du monde entier vers le haut au niveau technique. Et c'est ce que fait Delfingen à Ranteuil, donc sur le siège social du groupe. C'est-à-dire qu'on a une partie production qui est indispensable à la bonne marche du site d'Anteuil. Et il y a aussi une grosse partie recherche et développement, une grosse partie technique, une grosse partie industrialisation. Et c'est cette partie-là qui est extrêmement puissante au sein de notre groupe et qui permet ensuite d'accélérer la mise en œuvre de processus et de production de pièces dans nos autres sites du monde entier. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est possible de gagner de l'argent. Il faut pour cela rationaliser certaines choses.
Et d'autre part, c'est à notre sens vraiment indispensable de garder une partie production en France. Alors, puisqu'on parle du véhicule et de l'industrie du futur, justement, Delfingen a obtenu le label Vitrine Industrie du futur. Concrètement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une reconnaissance pour le travail de l'ensemble des collègues de Delfingen qui sont intéressés par ce projet. C'est vrai que c'est une belle mise en lumière, mais aussi c'est une preuve interne et externe du travail que fait le groupe pour l'industrie du futur. Pourquoi je dis interne et externe? Parce que quand on entre dans un atelier de fabrication, on pourrait se dire, mais pourquoi on vient me parler ici d'industrie 4.0 et à raison. Donc, c'est à nous d'expliquer, et on l'a fait à travers ce label, la manière que nous avons d'aborder l'industrie 4.0. Et pour nous, en 2 mots, l'industrie 4.0, c'est basé autour de 2 axes. Un, c'est l'efficacité et la rationalité, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas tourné vers des ordinateurs, des robots partout, mais c'est utiliser l'existant et le mettre en valeur, pouvoir mesurer des vitesses, de la rentabilité, etc., avec des outils existants. Et la deuxième chose, c'est aussi se mettre autour de l'humain, comme je le disais, et faire en sorte que nos collègues puissent monter en compétence sur des nouvelles technologies. Alors, puisqu'on parle aussi de 4.0, d'industrie du futur, Monsieur Parti, le pôle du véhicule du futur a donné naissance à la 4H Factory Tech. Là encore, de quoi s'agit-il et quels sont les objectifs de la 4H Factory Tech que vous portez au sein du pôle du véhicule du futur? Oui, donc 4hfactory.tech, effectivement, c'est une plateforme numérique qu'on a voulu mettre à disposition de l'ensemble en fait des industriels d'une part, des étudiants d'autre part, des formateurs ou des professeurs, afin de pouvoir montrer des exemples concrets d'entreprises qui ont effectivement implémenté des solutions techniques et technologiques, des organisations humaines autour de ce qu'on appelle l'industrie du futur, le 4.0 qui vient aussi de l'Allemagne. Donc cette plateforme, nous, on l'appelle 4hfactory.tech. Pourquoi? Parce que le 4H, c'est pour les humains, for human factory. Et donc ce qu'on pense et ce qu'on défend, c'est que effectivement cette avancée technique et technologique ne peut se faire qu'avec l'aide des personnes, des hommes et des femmes de l'entreprise, d'une part, et que ces technologies soient tournées pour effectivement garantir l'efficacité du travail de ces hommes et des femmes. Ça ne doit pas être à la place d'eux, mais ça doit être au service d'eux. Et donc, du coup, cette plateforme numérique, elle met que l'on en voit derrière évidence... vous, d'ailleurs. On Voilà, vous la voyez aperçoit derrière nous. derrière vous. On peut se promener juste derrière vous sur la plateforme et dans l'usine, d'ailleurs. Absolument. Donc, il y a un petit film là qui passe et puis qui vous permet de découvrir cette plateforme. Donc, au travers d'une usine numérique virtuelle, nous avons voulu présenter en fait des cas concrets réels d'entreprise avec des films, des photos, des supports de formation, des documentations techniques, éventuellement des plateformes numériques digitales, donc de simulation ou de mini-jeux, permettant effectivement d'illustrer, de mettre en évidence ce que peut être maintenant l'industrie en 2020, 2021, 2022, dans ce qui viendra. Et on s'aperçoit effectivement qu'avec les premiers retours qu'on peut avoir, c'est que les personnes sont surprises parce qu'ils s'attendaient effectivement à avoir une industrie des années 50, 1950, du siècle dernier, alors qu'aujourd'hui, on voit que l'industrie, la plupart du temps et majoritairement, est une industrie qui est avec des locaux effectivement qui sont aérés, des locaux qui sont organisés pour l'efficacité du travail, qui sont bourrés de techniques et de technologies, avec des machines qui sont complexes, avec de l'informatique, avec des choses très 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 connectées. Et on s'aperçoit qu'effectivement, l'image que le grand public avait ou a de l'industrie est complètement, je dirais, modifiée après avoir fait cette visite virtuelle donc, sur notre plateforme 4hfactory.tech. Monsieur Vallet, est-ce que justement, avant de revenir sur la 4H Factory Tech,
enfin la For Human Factory. Est-ce que vous avez l'impression, Monsieur Vallet, que l'image que la société a de l'industrie, et de l'industrie automobile en particulier, doit évoluer parce qu'elle ne correspond plus à une réalité? Alors oui, il y a besoin de faire évoluer l'image de l'industrie en France. On s'aperçoit que on a beaucoup de mal à recruter du talent dans les entreprises industrielles en France. Ce qui veut dire que quelque part, auprès des jeunes, auprès des futurs embauchés, il y a un gros effort à faire sur l'image de marque de l'industrie et expliquer que l'industrie a totalement évolué. C'est vrai qu'on a connu, et il y a encore des films assez récents sur le sujet, une industrie très basée sur la cadence, sur la production. Ça, c'est plus vrai. Maintenant, l'industrie, elle est basée sur l'humain et on met la technologie au service de l'humain. Et donc, aussi bien ce qui est fait au niveau du pôle véhicule du futur pour montrer et essayer de rendre tangible l'industrie du futur, que le label de Delfingen, parce que le label de Delfingen, ça sert également à ça, à dire aux jeunes, mais à dire également aux entreprises, aux plus petites, aux PME, etc., de leur dire l'industrie du futur, c'est accessible. Et donc, le label de vitrine, ça sert également à dire, ben voilà, vous avez des entreprises qui ont fait des choses. Elles ne sont pas totalement hors sol, elles ne sont pas extrêmement futuristes. Il n'y a pas tant de robots que ça chez Delfingen. Donc, l'idée, c'est de montrer, voilà, l'industrie du futur, ce sont des étapes de progression, c'est accessible et on a besoin de rendre tangible ça. Alors, par des exemples industriels, donc de pair à pair, Delfingen, est labellisée, elle accueille d'autres entreprises plus petites pour leur dire voilà la démarche qu'on a suivie, voilà ce qu'on peut faire, à vous de rentrer dans cette démarche. Le pôle véhicule du futur, c'est également la même démarche, c'est de dire venez voir des choses concrètes, des choses tangibles, des choses qui vont pouvoir peut-être vous dire ben voilà, ben ça, cette brique-là, elle a un sens chez moi. Peut-être que je peux commencer par ça pour aller un peu plus loin dans ma démarche industrie du futur. Alors justement, est-ce que... L'industrie du futur, c'est une démarche. Donc, il faut vraiment choisir une étape, une brique et commencer à transformer l'entreprise. Et on s'aperçoit que quand on rentre dans une démarche de transformation, les salariés ont envie d'aller plus loin et on rentre dans une démarche dynamique comme ça qui est vertueuse. Monsieur Pointer, avec la 4H Factory Tech, avec cette plateforme justement, est-ce que les industriels ont un nouvel outil dont ils se servent? Quel est selon vous l'intérêt de la 4H Factory Tech en tant qu'industriel de l'automobile? Alors avant de parler de l'outil, je voudrais peut-être qu'on aborde la partie état d'esprit, puisque tout magnifique qu'il soit, ce site internet n'est in fine qu'un outil. Et je pense qu'il faut vraiment souligner quelque chose, et Ludovic sera d'accord avec moi, c'est l'évolution de l'état d'esprit des industriels. L'industrie automobile qui était très très fermée dans les dizaines d'années précédentes, se dit aujourd'hui, attention, pour être ensemble, soyons plus forts, il faut qu'on renforce cette filière, il faut qu'on travaille ensemble, et ensemble, on ira beaucoup plus loin. Et c'est vraiment quelque chose à souligner, encore une fois, dans la filière automobile, puisque depuis quelques années, l'ensemble des acteurs de la filière, se retrouvent et se disent, ben, ensemble, on va aller beaucoup plus loin, y compris sur la partie industrie 4.0. Si y a un gros sous-traitant automobile qui décide d'avancer très fort sur le 4.0, mais que ses sous-traitants ne suivent pas, tous ces investissements n'auront servi à rien. Si y a des formations très pointues chez un sous-traitant automobile, mais que la filière ne suit pas, cette formation n'aura servi à rien. Et c'est pour ça que l'outil mis en place par le pôle véhicule du futur, notamment donc la 4H Factory, est un outil qui répond aussi à un besoin du futur et à un besoin de la filière. Et donc, pour répondre à votre question, oui, nous, c'est quelque chose qui nous donne envie. On a vraiment envie d'y participer parce que donner un peu de temps pour récupérer du temps d'autres entreprises de la filière automobile, pour faire grandir les compétences de nos collaborateurs, pour aller plus vite sur les nouvelles technologies, bien entendu, qui dirait non aujourd'hui à
à cette chance qui nous est donnée, quoi. Alors, une question à vous trois. On parle donc effectivement de la 4H Factory, un bel outil destiné, vous le disiez, Monsieur Parti, tant aux industriels qu'aux étudiants, qui peut notamment contribuer à changer l'image de l'industrie automobile. Mais dans ce changement d'image, quel est le rôle que doivent jouer les industriels eux-mêmes? Alors, Monsieur Apointa, je vous donnerai la parole en dernier sur cette question en tant qu'industriel. Monsieur Vallet, Monsieur Parti, déjà, quel est le rôle des industriels selon vous dans le changement d'image du secteur automobile? Je peux déjà répondre. Ce projet 4H Factory Pointec, en fait, c'est un projet collaboratif. Un projet collaboratif dans lequel nous avons 3 entreprises aujourd'hui qui participent et qui s'investissent. Donc, nous avons PSA, le groupe PSA, Delfingen et Schaeffler, donc une entreprise qui est basée à Célestat, Schaeffler France. Nous avons 3 acteurs du numérique qui sont Shine Research qui est sur Besançon, Devi qui est à Nevers et Imertech qui est à Magny-Cours. Et nous avons en fait les organismes de formation de l'UMM Franche-Comté et l'UMM Alsace qui font partie du projet et du consortium. Donc tout ça animé effectivement par le pôle véhicule du futur, mais sans ce consortium et sans ces liens avec à la fois les industriels, les acteurs de la formation, et puis également l'ensemble du système éducatif de notre région, puisque nous sommes effectivement aussi associés avec le campus des métiers sur l'automobile du futur, qui s'appelle Mobicampus, qui associe à la fois les lycées, les universités, les écoles d'ingénieurs à ce projet. Donc, vous voyez qu'on a, comme le disait Kevin, une prise de conscience en se disant que finalement, en étant tout seul, on n'arrivera pas à être compétitif et être concurrentiel par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On voit que de toute manière, il y a d'autres pays, la Chine par exemple, qui accélère extrêmement fort sur toute la partie industrielle. Et donc, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Donc, ce projet collaboratif, cette 4H Factory Pointec, est vraiment un symbole, je dirais, de projets qui vont se développer dans les années qui viennent sur d'autres domaines. Là, c'est sur le domaine des compétences, mais sur d'autres choses. Et donc, cette prise de conscience qu'il faut absolument travailler ensemble, main dans la main, et c'est plus un seul constructeur tout seul qui arrivera à faire tous les développements des véhicules, mais au contraire, de s'appuyer sur des startups, de s'appuyer sur, bien sûr, les équipementiers de la filière, sur les PME de la filière qui ont aussi des innovations sur leur partie process, technique, qui proposent des choses nouvelles. Et c'est en fait avec ce réseau d'entreprises, avec cette innovation que l'on a à tous les niveaux, qu'on peut être effectivement concurrentiel et qu'on peut encore produire des véhicules en France avec des coûts compétitifs et puis au niveau technique et technologique qui est demandé. Et ça, jusqu'à maintenant, on était fort dans ce domaine-là. Voilà, donc oui, les industriels doivent jouer un rôle. Le rôle, il est de s'investir effectivement dans ce genre de choses, à la fois sur la partie innovation produit, innovation process, on l'a dit déjà tout à l'heure, mais à la fois aussi sur comment j'attire les talents, comment je monte en compétence mes propres salariés par rapport effectivement aux évolutions techniques, technologiques dont on parlait. Et donc, ça, ne pas le faire tout seul, mais au contraire, en s'associant avec d'autres pour aller plus loin, plus vite et accélérer. Et comme le disait Kevin, bénéficier en fait de tout ce que les autres peuvent apporter. L'idée, c'est je donne un support pédagogique, je donne des films, je donne des photos, mais du coup, je récupère aussi tout ce que les autres ont pu apporter de la même manière. Et ça, c'est extrêmement complémentaire. Et là, j'espère qu'on va pouvoir gagner un temps fou sur effectivement la mise en place et l'accélération de la montée en compétences qu'on souhaite faire autour de l'industrie automobile. Monsieur Vallet, est-ce que vous souhaitiez compléter cette réponse sur le rôle des industriels dans le changement notamment d'image du secteur? Il est central le rôle des industriels parce que honnêtement, les jeunes, ils ne vont pas aller bosser dans l'entreprise 4H Factory. Ils vont aller travailler dans une des entreprises du territoire. Et donc, si on fait miroiter des choses qui sont qui sont pas la réalité, on va faire le contraire de ce qu'on veut. Ce qu'on veut démontrer, c'est que l'industrie et la filière automobile évoluent,
qu'on a maintenant des opportunités de développement personnel et professionnel dans ces entreprises, il faut que quand on communique là-dessus, ce soit le reflet de ce qui se passe réellement. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est justement mettre en exergue des choses qui se passent dans les entreprises, mais il faut que l'on reflète ce qui se passe dans les entreprises. Sinon, on va faire le contraire de ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment central, l'implication des industriels dans ces démarches. Alors, Monsieur Lapointer, en tant qu'industriel, en tant on l'a dit, entreprise impliquée dans la 4H Factory, quel est le rôle, au-delà de celui de Delfingen, des industriels de l'automobile pour transformer l'image du secteur et celui de l'industrie auto? Alors pour moi, je vais vous faire une première réponse facile. C'est qu'on a un avantage par rapport à quelques autres filières. C'est qu'aujourd'hui, vous emmenez un enfant au Salon de l'Automobile de Paris. J'en connais pas beaucoup qui ne sont pas intéressés par toutes les belles réalisations qu'ils voient. Donc c'est vrai que pour un apport, pour attirer les jeunes dans la filière, c'est une première chose. Par contre, il n'y a pas que des constructeurs automobiles dans la filière, il y a effectivement des sous-traitants, et je rejoins Gérard sur ce point-là. C'est pour ça que je ne m'arrête pas à ma réponse facile. La deuxième chose, c'est aussi quelque chose qu'a dit Gérard, c'est que aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les compétences. Et j'insiste sur ce mot. Delfingen Academy, ce n'est pas le centre de formation interne de Delfingen, c'est le centre de développement des compétences, parce qu'en opposition avec l'ancien système, l'ancienne manière de fonctionner par laquelle on formait beaucoup sur la partie technique. Aujourd'hui, on va former beaucoup et faire évoluer les compétences sur le savoir-être, sur le savoir-faire, sur le management, sur les nouvelles technologies, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un pivotage de la manière de faire évoluer les compétences dans l'industrie. Ça doit être montré aux jeunes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entre dans une entreprise industrielle avec certaines compétences, un certain poste, et puis il y a beaucoup de place pour évoluer du moment que chaque collaborateur est d'accord pour pouvoir passer un peu de temps pour développer ses compétences. Et le dernier point, c'était juste un exemple mathématique, je dirais, de l'avantage que nous, industriels, on va pouvoir tirer de cette plateforme. Moi, aujourd'hui, Delfingen, si je veux développer un circuit de développement des compétences autour de l'industrie 4.0, si je veux former, par exemple, un collègue qui fait de la maintenance, si je veux lui apprendre à faire la maintenance d'une imprimante 3D, puis d'un robot et de quelques autres outils que nous aurons dans nos usines dans le futur, moi, je vais devoir passer un certain nombre d'heures, disons 20 heures, à préparer cette formation qui est nouvelle chez Delfingen. Par contre, avec cette plateforme développée sous l'égide du pôle véhicule du futur, je vais peut-être avoir un PSA qui aura déjà développé un module complet de formation autour des robots, puisque à Sochaux notamment, ils en ont quelques-uns. J'aurai peut-être un chef-fleur qui aura 4 ou 5 imprimantes 3D haute technologie, qui aura déjà développé des outils. Et nous, chez Delfingen, on aura peut-être avancé sur les capteurs numériques, ce genre de choses. Et en mettant ces choses-là en commun, moi, je vais donner peut-être 5 heures de mon temps, du temps que j'aurai passé à préparer ma formation sur les capteurs numériques. Et en échange, entre guillemets, je vais recevoir un certain nombre d'heures de PSA, de chef-fleur, tout ça avec un seul objectif, c'est de faire monter les compétences de mes collègues et de mes collaborateurs ou des collaborateurs de Delfingen beaucoup plus vite que si je l'avais fait seul. Alors, vous parlez justement de certaines innovations. Vous évoquez par exemple donc, des capteurs numériques. Je crois que chez Delfingen, les projets individuels sont encouragés, notamment en termes d'innovation, non ? Vous êtes bien renseigné. Effectivement, on a décidé de laisser une boîte à côté de la boîte Delfingen, de laisser une petite boîte d'innovation, si je puis dire. Et on a lancé un programme interne qui permet à tout collègue du groupe Delfingen, qui soit technicien, production, recherche et développement, juridique, communication, finance, qui a une idée qui pourrait avoir un impact sur une innovation des produits Delfingen ou une innovation des processus, puisqu'on parlait de processus au début de cette émission. Et donc là, l'objectif, c'est de lui laisser un certain nombre de libertés, donc de le sortir du cadre de l'entreprise pour le laisser innover, proposer ses idées, avancer un peu dans la recherche, tout ça avec les collègues de Delfingen, mais aussi
avec des personnes qui seraient intéressées par le projet et qui seraient en dehors du groupe Delfingen. Et ça, à notre sens, ça va apporter un certain nombre, et ça apporte un certain nombre d'innovations, d'une part, et d'autre part, ça apporte une certaine rapidité dans l'évolution de cette idée à travers l'apport de compétences externes au groupe et aussi internes au groupe sur les autres sites de Delfingen. Alors, l'innovation, elle est essentielle chez tous les industriels, quel que soit le secteur, dans l'automobile y compris. Monsieur Vallet, est-ce que toutes les entreprises du secteur automobile ont mis en place des politiques de R&D, des politiques en recherche et développement, donc pour trouver et encourager encore et encore l'innovation au sein du secteur automobile? Alors, il y a quand même des typologies d'entreprises très variées dans la filière automobile. Il y a ceux qui ont la maîtrise de leurs composants. Donc, ceux-là, bien entendu, ils ont tous des bureaux de R&D, ils font du développement. On a quand même aussi beaucoup d'entreprises qui sont ce qu'on appelle des sous-traitants, donc qui travaillent à partir de conceptions qui ont été faites par le donneur d'ordre. Donc, celles-ci, elles n'ont pas la même culture de R&D puisqu'elles n'ont pas de marge de manœuvre ou très peu de marge de manœuvre sur le produit. Et par contre, il faut qu'elles se mettent à faire de la R&D sur le process, sur la manière de fabriquer. Et donc, c'est peut-être un peu plus dur pour ces entreprises-là parce qu'elles n'ont pas forcément cette culture de développement, d'innovation. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une transformation dans la manière également de faire dans les entreprises. On a eu l'habitude d'avoir des services méthodes qui décidaient ce qu'étaient les innovations, les progrès à faire en production et ça descendait, j'allais dire, vers les opérateurs. On s'est aperçu que ce n'était pas optimal parce que celui qui imagine ne connaît pas la réalité du terrain et ces solutions ne seront pas adaptées. Et donc, on a de plus en plus des démarches qui partent vers le bas. Et c'est un peu ce que disait Kevin sur la possibilité à des gens de travailler sur des cas concrets, sur des améliorations possibles. Et donc, ça, c'est quand même une démarche un peu nouvelle pour un certain nombre d'entreprises, de laisser du temps à des opérateurs pour qu'ils puissent proposer des solutions qui leur permettent d'être plus à l'aise dans leur activité. Donc, il y a quand même une transformation assez importante dans ces aspects management de l'innovation, même pour des entreprises qui ne maîtrisent pas le produit. Donc, toute la chaîne est effectivement impactée avec des approches quand même un peu différentes, mais il faut que tout le monde aille dans ce sens-là. Alors, Monsieur Parti, vous avez, avec la Catrage Factory, montré que l'innovation existait. Alors, elle n'est pas directement dans le secteur automobile, en tout cas, ce n'est pas la voiture qui est directement concernée, mais est-ce que vous accompagnez également au pôle du véhicule du futur, justement, les PME, les sous-traitants, à développer ce qu'ils n'ont pas toujours forcément intégré, à savoir cette notion d'innovation, que ce soit sur leur process ou sur des produits? Oui, tout à fait. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, au pôle véhicule du futur, on a un réseau à peu près de 500 entreprises qu'on accompagne, qui font partie de notre réseau. Et en fait, l'innovation, elle est à plusieurs niveaux. Donc, comme on l'a rappelé tout à l'heure, ça peut être produit, process, mais aussi, on voit l'innovation sociale qui est importante et qui devient de plus en plus un élément de décision pour les embauches, pour les personnes qui choisissent une entreprise. Et ils vont regarder est-ce que socialement, il y a des choses intéressantes qui sont faites. Est-ce que d'un point de vue environnemental, elle est plutôt Green Factory et plutôt tournée vers les choses, la protection de l'environnement. Donc, en fait, l'innovation, elle peut être effectivement technique, technologique, elle peut être sur le produit, elle peut être sur le process, elle peut être sur le social, elle peut être sur l'approche en fait du travail lui-même. On voit bien qu'à cette période de confinement et de Covid, les entreprises ont énormément eu recours en fait à du télétravail et une organisation du travail qui est très différente de celle qu'on avait il y a quelques mois. Et donc, on voit aussi des transformations de ce type-là où l'ensemble des entreprises doivent également s'adapter d'une part, mais aussi innover, proposer des choses qui sont en cohérence avec le projet de vie des personnes, des salariés, les
contraintes industrielles et je dirais réglementaires d'une part, mais aussi de performance de l'entreprise, et que en fait, à la fois salariés et employeurs arrivent à trouver leur compte, à la fois en ayant des salariés qui sont effectivement engagés pour l'entreprise, mais aussi qui ont des valeurs, qui respectent un certain nombre de valeurs, des valeurs éthiques, des valeurs de comportement, des valeurs humaines, des valeurs sur l'environnement. Et tout ça demande aux PME, aux petites entreprises, aux grandes, de l'innovation à tous les niveaux. Innovation sociale, comme je l'ai dit, innovation environnementale, innovation technique, technologique sur le produit et le process. Et donc, il est important effectivement pour une PME qui n'a pas forcément des grosses structures de pouvoir être guidée dans cette démarche. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire en allant prendre les bonnes pratiques qu'on peut trouver chez certains industriels, dans certaines petites entreprises, pas toujours les grosses qui sont les plus intéressantes sur certains points de vue. Et donc de partager effectivement cette approche, ces bonnes pratiques avec l'ensemble du réseau. Donc Catrage Factory était un vecteur, comme on le disait tout à l'heure, comme Kevin le disait, c'est qu'un vecteur, c'est qu'un moyen de partager cela. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est effectivement de trouver dans le réseau des entreprises les innovations qui sont intéressantes, les bonnes pratiques qu'on peut effectivement pouvoir diffuser, et d'arriver en fait à ce que chaque entreprise puisse y avoir accès de manière assez facile, assez instantanée, pour gagner du temps et effectivement arriver à s'adapter par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, puisqu'on voit bien que les jeunes générations sont intéressées effectivement par les entreprises. Aujourd'hui, les médias parlent de quoi au niveau des entreprises automobiles? Elles parlent des fermetures de sites, suppression d'emplois, etc. Voilà l'image qu'on peut avoir en n'étant pas effectivement dans le secteur auto, dans l'industrie, que l'on peut avoir effectivement de ce secteur-là. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, on a des entreprises moi j'en rencontre quelques-unes, des petites entreprises, des PME, qui sont plutôt un esprit familial. Je dirais que Defingen est également dans cette même démarche, le partage en fait de valeurs qui sont fortes, le partage d'un patrimoine humain, puisque c'est le grand-père, l'arrière-grand-père qui a lancé l'entreprise, et donc le respect en fait de tout ce travail qui a été fait, en partant peut-être d'une entreprise qui était dans un petit atelier, voire dans un garage dans certains cas. Eh bien, c'est toute cette histoire qui est importante, et on voit que les petites entreprises ont des valeurs intéressantes, humaines, qui sont à partager. Donc oui, aujourd'hui, l'accompagnement des entreprises sur l'innovation à tous les stades est un point stratégique pour moi sur la survie effectivement de l'industrie et d'un secteur tout entier. Des PME, des entreprises de cette filière. Alors, je vais avoir une dernière question, puisqu'il va être le temps de clôturer notre émission. Mais une petite question en un mot, beaucoup plus légère. Messieurs, vous êtes au cœur de ce secteur automobile, de cette usine et de cette industrie du futur, pour la voiture du futur. Est-ce que vous pouvez nous faire rêver en un mot pour terminer? Est-ce que la voiture de demain volera? Elle sera sans doute peut-être à l'hydrogène, elle sera électrique. Est-ce qu'elle sera hyper connectée avec des nouveaux outils qu'on n'imagine pas encore? Sur quoi travaille concrètement le secteur automobile? Quelles sont les innovations que l'on peut espérer pour demain? Je vais peut-être répondre rapidement. Comme on a dit, véhicules connectés, véhicules autonomes, des nouveaux véhicules qui sont moins polluants. Mais je dirais que l'histoire reste encore à écrire, et ce sont en fait les jeunes d'aujourd'hui qui sont encore à l'école, qui vont sortir en fait, qui vont inventer aussi ce qui sera les véhicules de demain. Et donc ce rêve, cette histoire, elle est à écrire, elle est à faire, et on assiste aujourd'hui, ce que disent les spécialistes, c'est que dans toute l'histoire d'automobile, en fait, depuis la création de l'automobile, une auto, c'était 4 roues, un moteur, un volant et des freins, des sièges. Et voilà ce que c'était effectivement ce véhicule. Et donc, ce qu'annoncent les spécialistes, c'est qu'effectivement, la révolution qui est en train de se faire, c'est qu'on repense complètement le véhicule par rapport à ses usages, par rapport à ses contraintes. Et donc, il risque d'évoluer beaucoup plus fortement dans les 10 années qui viennent qu'il n'a évolué dans les 150 dernières années.
Et ça, c'est un défi extrêmement intéressant pour l'ensemble des personnes qui veulent travailler dans le secteur automobile. Et moi, je les encourage à rejoindre effectivement ce secteur qui est en fait un des secteurs qui sera le plus dynamique, le plus innovant dans les 10 années qui viennent. Monsieur Apointer, une innovation, quelque chose qui vous semble arriver plus tôt qu'on ne le pense? Moi, je pense que si la prochaine interview, on peut la faire depuis mon véhicule autonome, moi, confortablement installé dans une banquette moelleuse, je pense que ce serait une très, très belle innovation. Merci. Monsieur Vallet, un mot peut-être sur cette voiture que l'on conduira peut-être pas demain, mais peut-être plus tôt qu'on ne le pense? Je pense que c'est ce que disait un peu Ludovic, je pense qu'il n'y aura pas un véhicule. Les usages vont être plus discriminants au point de vue des voitures. La voiture de ville sera certainement très différente de la voiture pour faire des plus grandes distances. Et donc, je pense qu'on va avoir des types de véhicules qui vont être très différents. Véhicules autonomes, certainement en centre-ville. Véhicules peut-être semi-autonomes avec bureau de réunion lorsqu'on a des déplacements plus importants. Enfin, je ne sais pas. Mais, ça, c'est pour répondre à monsieur Apointer, pour avoir son bureau dans sa voiture. Oui, c'est déjà presque le cas, mais pour l'instant, elle ne conduit pas toute seule, donc on est obligé de faire des pauses pour regarder ses mails. Mais je pense qu'on va avoir des familles de véhicules assez différents en fonction des usages. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, messieurs, pour votre temps. Merci à tous trois d'avoir participé à cette émission L'Avenir en Région et de nous avoir apporté vos éclairages sur l'industrie du futur dans le secteur automobile et même sur la voiture de demain. Je vous remercie à tous les trois et puis je vous remercie, chers spectateurs, d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt pour parler d'un autre secteur d'activité, mais je garde le suspense. À bientôt.